22 novembre 1963, Dallas, Texas, 12h30. Le soleil brille sur Dealey Plaza. John Fitzgerald Kennedy est assis à l'arrière d'une limousine Lincoln Continental. C'est un modèle décapotable. Le toit en plastique transparent a été retiré le matin même. Le président sourit. Il lève la main. 200 000 personnes bordent les trottoirs pour l'apercevoir. À quelques dizaines de mètres, le canon d'un fusil glisse entre les briques d'un bâtiment de stockage de livres. Jackie Kennedy est assise à sa gauche. Elle porte un tailleur rose fuchsia et un chapeau assorti. C'est une image rare. Elle n'accompagne presque jamais son mari lors des tournées politiques. Mais ce jour-là, elle est présente. Elle porte des gants blancs et essuie la sueur sur son front. La chaleur est étouffante. Le climat est électrique. Quelques heures plus tôt, les journaux locaux publièrent des encarts noirs. Le message était clair. Kennedy était un traître à la nation. On l'accusait de pactiser avec les communistes. Dans les rues, des tracts circulaient avec sa photo de profil. Le titre disait « Recherché pour haute trahison ». Dallas bouillonnait de haine politique. Pourtant, sous ce soleil éclatant, la foule hurle de joie. La limousine roule lentement. La vitesse ne dépasse pas les 15 km par heure. Nellie Connally, la femme du gouverneur, se tourne vers le président. Elle lui dit « Monsieur le Président, on ne peut pas dire que Dallas ne vous souhaite pas la bienvenue. » Kennedy répond par un sourire. Ce sera sa dernière phrase. Il ne reste que 8 minutes à vivre. Pourquoi la protection rapprochée a-t-elle laissé le véhicule sans blindage? À première vue, une parade sécurisée, mais en réalité, un piège à ciel ouvert. Les agents du secret service sont restés sur les marchepieds des voitures suiveuses. La garde est loin. Trop loin. Comment personne n'a remarqué la menace dans cette fenêtre du 6e étage? L'erreur était fatale. À l'image, la limousine s'engage sur Elm Street. On voit Kennedy qui ajuste sa cravate. Jackie sourit au photographe. Mais ce n'était que le calme avant l'exécution. Ce que Jackie va voir dans quelques secondes restera gravé dans l'histoire du monde. Elle ne verra pas seulement un meurtre. Elle verra l'instant précis où la présidence américaine a basculé dans le chaos. L'histoire s'est arrêtée là. 12h30. À Dallas, le soleil de novembre tape sur le goudron de Dealey Plaza. La limousine présidentielle amorce un virage à gauche sur Houston Street. Le moteur ronronne. Le véhicule glisse ensuite lentement vers la droite pour s'engager sur Elm Street. Tout semble millimétré. À l'image, la Lincoln décapotable traverse l'espace dégagé. Elle passe devant le Texas School Book Depository. C'est un bloc massif de briques rouges de 7 étages. Aux fenêtres, les employés se penchent. Ils veulent voir le couple présidentiel de plus près. Mais au 6e étage, l'ambiance est différente. À la fenêtre du coin sud-est, des caisses de livres sont empilées. Elles forment un rempart, un nid de tireurs cachés derrière le carton. 12h30, un premier coup de feu claque, la balle s'écrase loin de la cible. Elle manque le véhicule. Le deuxième tir suit immédiatement. La balle percute le haut du dos du président. Elle ressort par son cou avant de frapper le gouverneur John Connally, assis juste devant lui. Kennedy porte ses mains à sa gorge. C'est un réflexe brusque. Ses coudes se lèvent. Son visage se fige dans une agonie que personne n'entend encore. À première vue, un incident technique, mais en réalité, une exécution en direct. Jacqueline Kennedy se tourne vers son mari. Son regard exprime la confusion. Elle ne comprend pas encore l'origine du bruit. 3e tir. Le choc est total. Abraham Zapruder tient sa caméra Bell et Howell 8 mm contre son œil. Ce fabricant de vêtements de 58 ans filme la scène par instinct. Dans le viseur, il voit l'impensable. La tête du président explose. Zapruder décrira plus tard une image de feu d'artifice sanglant. Il hurle. « Ils l'ont tué !» Son doigt reste crispé sur le déclencheur de la caméra. Il enregistre chaque fragment du drame. La scène devient surréaliste. Jacqueline Kennedy se hisse sur le coffre de la voiture en mouvement. Elle rampe sur le métal brillant. Ses mains cherchent quelque chose. Elle récupère des morceaux du crâne de son mari. Plus tard, elle n'aura aucun souvenir de ce geste. Un agent du Secret Service sprint. Il saute sur le pare-choc arrière. Il rattrape la première dame et la repousse brutalement sur la banquette. La limousine accélère. Le chauffeur écrase la pédale. Le moteur hurle en direction du Parkland Memorial Hospital. Sur les ondes radio, la voix d'un reporter se brise. Il crie dans son micro « Il y a eu une fusillade. Préparez l'hôpital Parkland pour une blessure par balle grave. » 26 secondes et 6 dixièmes. C'est le temps qu'il a fallu pour changer l'histoire. 486 images de film. C'est l'assassinat le plus documenté de tous les temps. Pourtant, sur la place, personne ne réalise encore l'ampleur du chaos. La course contre la mort vient de commencer. L'histoire s'est arrêtée là, sur ce morceau de bitume. 13 heures.
C'est l'heure exacte où le temps s'est arrêté à Dallas, hôpital Parkland Memorial. Salle de trauma numéro 1. Le docteur Kenneth Sellier, neurochirurgien de garde, sprinte dans les couloirs. Il bouscule des brancards. Il force les portes battantes. Le vacarme dans l'hôpital est assourdissant. À l'intérieur de la salle, la vision est brutale. Le président présente une plaie béante sur le côté droit du crâne. Les bords sont dentelés. Des fragments d'os manquent. On dirait que l'impact a arraché une partie de la tête. Pourtant, Kennedy respire encore. Son souffle est saccadé, irrégulier. L'équipe médicale s'active dans une urgence absolue. Il faut intuber, insérer un tube dans la trachée. Comment sauver un homme dont le cerveau est détruit? À première vue, une réanimation classique, mais en réalité, un combat perdu d'avance. Les gestes s'enchaînent avec une précision mécanique. Massage cardiaque, trachéotomie d'urgence, transfusion massive, injection d'adrénaline directement dans le muscle cardiaque. Les médecins opèrent comme une machine bien huilée, mais le silence s'installe malgré le bruit des appareils. Ils savent tous que c'est fini. 13 heures, pile. Le verdict tombe. Le président est déclaré mort. Il avait 46 ans. Dans le couloir, Jackie Kennedy attend. Son tailleur rose est trempé de sang. Elle reste immobile. Elle ne bouge pas. On dirait une statue piégée dans une boucle temporelle. Les aides veulent qu'elle change de vêtements. Elle refuse. Elle veut que le monde voie ce qu'ils lui ont fait. Pendant ce temps, à moins de 2 km de là, l'enquête démarre. La police de Dallas investit le Texas School Book Depository. Les agents montent les étages. 45 minutes plus tard, ils trouvent la trace. Au 6e étage, dans le coin sud-est, ils découvrent un nid de tireurs. 3 douilles vides jonchent le sol. Entre les piles de carton, ils dénichent l'arme. Un fusil italien Mannlicher Carcano, calibre 6,5 mm. Une lunette de visée est fixée dessus. La tension monte d'un cran. Un employé temporaire manque à l'appel. Son nom circule déjà dans les radios de la police, Lee Harvey Oswald. La traque commence. 13h15, quartier d'Oak Cliff. L'erreur était interdite. Les événements se sont accélérés. Les corps ont été évacués de nuit. 4 coups de feu déchirent le silence de la rue. G.D. Tippit s'effondre sur le bitume. Des témoins voient un homme s'enfuir en courant. Il slalome entre les maisons du quartier d'Oak Cliff et disparaît. 13h40, Texas Theater. C'est un cinéma de quartier, sombre et ordinaire. La police encercle le bâtiment après le signalement d'un suspect caché à l'intérieur. Les officiers entrent dans la salle, ils localisent Lee Harvey Oswald et procèdent à son arrestation. Pourquoi a-t-il choisi ce cinéma pour se cacher? On pourrait croire à une fuite désespérée, mais en réalité, c'est le début d'un engrenage judiciaire sans précédent. Le 23 novembre, à 1h du matin, la situation devient officielle. Le suspect n'est plus un simple fugitif. Il est formellement accusé du meurtre du président John F. Kennedy. Les documents sont signés. Le sort d'Oswald est scellé. Les interrogatoires durent 12 heures. Les séances sont intermittentes et marquées par de longs intervalles. Sur les images d'archives, on voit Oswald escorté dans les couloirs étroits. Le dispositif est rudimentaire. Il n'y a aucun enregistrement sonore des échanges. Aucun avocat n'est présent dans la salle. Face aux enquêteurs, Oswald reste de marbre. Il nie tout. Il répète la même phrase. Il n'a rien à voir avec ce crime. Les policiers notent ses réponses. Ses déclarations sont jugées inconsistantes. Il se contredit. Il livre des versions que les enquêteurs qualifient de mensonges purs et simples. Mais ce n'était que le début de l'enquête. Mais au fond, qui est Lee Harvey Oswald? Pour comprendre l'homme, il faut revenir en arrière. Lee Harvey Oswald est né le 18 octobre 1939. Le lieu de naissance est la Nouvelle-Orléans. L'histoire de sa vie commence dans le sud des États-Unis. Son père meurt 2 mois avant sa naissance. Dès le départ, la vie de Lee Harvey Oswald était brisée. L'enfance instable se fragmente totalement. À 12 ans, les rapports de police signalent déjà ses premières fugues. Les autorités l'envoient dans une institution pour mineurs délinquants. Un psychiatre examine le dossier. Son diagnostic est clair, Oswald souffre de troubles émotionnels graves. Le médecin pointe du doigt l'absence totale de structure familiale. Pourquoi un tel chaos? La réponse tient en un chiffre, 12 écoles différentes. En quelques années, il change 12 fois d'établissement. Il ne s'arrête jamais, il ne s'attache à personne. À 17 ans, il cherche une issue. Il s'engage dans le corps des Marines, mais la discipline militaire ne suffit pas à le stabiliser. En 1959, l'armée le libère du service actif. Oswald ne perd pas une seconde. 9 jours plus tard, il est déjà sur un quai d'embarquement. Destination, l'Union soviétique. À l'image, un jeune homme déterminé, seul avec ses valises. Son objectif est de refaire sa vie chez l'ennemi de l'Amérique,
À Moscou, il dépose une demande de citoyenneté. C'est un échec. Les autorités soviétiques se méfient de ce marine qui arrive sans prévenir. Ils l'envoient à Minsk, loin des centres de pouvoir. Sur place, il travaille dans une usine d'électronique. Il rencontre Marina Nikolaïevna Prusakova. Ils se marient rapidement. Juin 1962. Oswald change encore d'avis. Il retraverse l'Atlantique avec sa femme et leur petite fille. Le retour aux États-Unis est brutal. Il se revendique ouvertement marxiste. Il est perçu comme un déserteur et un traître. Sur les images d'archives, on le voit dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Il distribue des tracts en faveur de Fidel Castro. Il harangue les passants. Son militantisme devient agressif. À première vue, un simple activiste, mais en réalité, un homme aux abois. Fin septembre 1963. Oswald prend un bus pour Mexico. Il se rend successivement à l'ambassade soviétique et au consulat cubain. Il exige des visas pour fuir à nouveau. Les fonctionnaires refusent. Les témoins de l'époque se souviennent de sa frustration. Son espagnol est médiocre. Son russe est approximatif. Dans les bureaux diplomatiques, personne ne comprend ses intentions. Son instabilité devient évidente pour tout le monde. L'histoire s'est arrêtée là, aux portes des ambassades. Mais ce n'était que le début de l'engrenage. 22 novembre 1963. Dallas. Un homme seul attend dans l'ombre d'un entrepôt. Cet homme, c'est Lee Harvey Oswald. Selon des informateurs du FBI, Fidel Castro lui-même aurait partagé une information capitale. Oswald s'était rendu à l'ambassade de Cuba quelques semaines plus tôt. Sur place, il a fait une proposition directe, éliminer le président Kennedy. Oswald est alors un individu isolé et frustré. Il cherche désespérément un sens à sa vie. Ce désir de passer à l'acte devient une obsession quotidienne. En octobre 1963, Oswald franchit une étape décisive. Il décroche un emploi au Texas School Book Depository. Le bâtiment surplombe Dealey Plaza. C'est l'endroit stratégique idéal. Le matin de l'assassinat, Oswald arrive au travail avec un colis oblong sous le bras. Ses collègues l'interrogent. Il répond calmement que le paquet contient de simples tringles à rideaux pour son appartement. Mais la réalité est différente. La commission Warren confirmera plus tard les faits. À l'intérieur du papier brun se trouvait un fusil de précision démonté. Oswald gagne le 6e étage. Il s'installe derrière une pile de cartons. À première vue, un employé ordinaire, mais en réalité, un tireur à l'affût. Le drame se produit. Kennedy s'effondre. Le monde bascule. Le 25 novembre 1963 marque le funérail d'une nation entière. À Washington, D.C., le climat est lourd. La foule s'est massée le long des avenues. Personne ne parle. Sur les images d'archives, on voit le cercueil recouvert du drapeau étoilé sort de la Maison-Blanche. Un affût de canon transporte la dépouille vers le Capitole. 6 chevaux gris tirent l'attelage avec une lenteur mécanique. À leur côté, un détail frappe les esprits. Un cheval noir sans cavalier marche dans le cortège. Les bottes retournées dans les étriers symbolisent le chef tombé au combat. Le bruit des sabots sur le pavé est le seul son audible. La situation est figée. Les États-Unis enterrent leur jeunesse et leurs illusions. L'histoire s'est arrêtée là. 25 novembre 1963. Une procession silencieuse avance dans les rues de Washington. Le cercueil repose sur un affût de canon. 4 chevaux noirs ouvrent la marche. Derrière eux, le poids de l'histoire écrase la foule. Pourquoi une telle mobilisation? La réponse tient en un chiffre. Les dirigeants de 99 nations sont présents. C'est la plus grande concentration diplomatique jamais enregistrée à ce jour. Des rois, des présidents et des premiers ministres marchent côte à côte sur le bitume froid. À la télévision, l'image est granuleuse. Des millions de foyers observent l'écran sans un mot. Le monde entier semble retenir son souffle devant ce rectangle noir et blanc. On pleure, on souffre, on cherche un sens à cette disparition brutale. Sur le plateau de CBS News, Walter Cronkite enlève ses lunettes. L'homme le plus crédible d'Amérique perd ses moyens. Sa voix se brise. À l'image, on voit le journaliste fixer l'horloge. Il annonce la nouvelle. Le président Kennedy est mort à 13h, heure normale du centre. Il y a environ 38 minutes. Le convoi atteint le cimetière national d'Arlington. Le site se trouve sur une pente douce, juste en dessous de la demeure Arlington House. Kennedy est descendu en terre avec les honneurs militaires complets. On entend les détonations des salves d'honneur. Le bruit sec des fusils déchire le silence. Jacqueline Kennedy s'avance vers la tombe. Elle tient une torche. Elle allume la flamme éternelle. C'est un ordre direct de la veuve pour que la mémoire reste vive. Le feu brille contre le gris du ciel. À côté d'elle, un enfant se tient droit. John Jr.
Le fils du président aura 3 ans demain. La caméra capture un mouvement précis. Le petit garçon lève la main droite. Il fait le salut militaire au cercueil de son père. L'image est nette, elle est douloureuse. Elle devient instantanément une icône gravée dans la mémoire de l'Amérique. Le public est sous le choc. Mais ce n'était que le début. Les événements se sont accélérés. La piste de Dallas n'avait pas encore livré tous ses secrets. L'histoire ne s'est pas arrêtée à Arlington. 24 novembre 1963. 11h21. Quartier général de la police de Dallas. Lee Harvey Oswald sort de sa cellule. Les détectives Jim Livell et Elsie Graves encadrent le suspect. Ils serrent fermement ses bras. L'objectif est clair, transférer le prisonnier vers la prison du comté, un lieu jugé plus sûr, plus isolé, moins exposé à la vindicte populaire. Pourquoi prendre tant de précautions? La ville est sous tension, mais la sécurité va voler en éclats. Dans les couloirs, c'est le chaos. Les journalistes se bousculent. Les caméras sont portées à bout de bras. Le bruit des flashs crépite sans interruption. On dirait des éclairs artificiels sous le plafond de béton. Soudain, Oswald pénètre dans la zone principale. La foule s'agite. Un homme surgit de la masse, c'est Jack Ruby. Son mouvement est rapide, presque invisible. Il sort un revolver calibre 38 dissimulé sous sa veste. Il ne l'utilise qu'une seule fois. Un coup de feu unique retentit. L'action se déroule en direct. Des millions de foyers sont devant leur poste de télévision. Le Guinness World Records enregistre l'instant. C'est le premier assassinat humain de l'histoire diffusé en temps réel sur le réseau national. À l'image, un éclair de violence pure. Le reporter Terence McGarry se trouve à moins de 3 mètres. Il voit une forme brune traverser son champ de vision. Une fraction de seconde plus tard, le chaos explose. Les policiers se jettent sur Oswald et Ruby simultanément. Les cris couvrent les ordres des officiers. Ruby hurle ses raisons. Il traite Oswald de rat. Il l'accuse d'avoir tué son président. La balle a frappé l'estomac. Les secours arrivent immédiatement. Oswald est chargé sur une civière. Sa chemise est déchirée. Son corps se tord sous l'impact de la douleur. On peut voir un petit orifice bleuâtre juste sous la cage thoracique, côté gauche. L'ambulance fonce vers l'hôpital Parkland Memorial. C'est la même salle d'urgence où 2 jours plus tôt, John Fitzgerald Kennedy rendait son dernier souffle. Le destin se répète dans les mêmes couloirs. 2 heures plus tard, le verdict tombe. Lee Harvey Oswald est déclaré mort. À première vue, une arrestation réussie. Mais en réalité, un échec total. Il n'y aura jamais de procès. Oswald n'aura jamais l'occasion de livrer sa version des faits. Il emporte ses secrets dans la tombe. Les questions du monde entier resteront sans réponse. L'enquête s'est arrêtée net. Soutenez ce travail sur l'histoire. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Un clic sur le bouton. J'aime permet à l'algorithme de diffuser ces récits. Votre engagement décide des prochains sujets.